Bien, le moment est venu, comme chaque mardi, d'accueillir Caroline Fourest, réalisatrice, essayiste et journaliste, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Bonsoir Caroline. Bonsoir David. La une de Franc-Tireur cette semaine, la Venezuela Connection. Alors c'est une enquête assez fouillée de Frédéric Martel, donc celui qui a écrit un livre sur les ennemis de l'Occident, où déjà il esquissait cette piste de la Venezuela Connection, mais là il va encore plus loin dans cette enquête que je recommande vraiment à nos spectateurs, et notamment il nous fait rentrer il nous suit à la trace un des hommes liges du régime vénézuélien de Maduro et avant de Chavez, qui est un de ces hommes liges, qui est maintenant aujourd'hui producteur à Hollywood, qui a coproduit le documentaire sur Melania Trump pour se rapprocher de l'administration Trump, une avant-première où a couru un certain Mathieu Pigas, parce que cet homme lige du régime vénézuélien fait partie du groupe Combat, le groupe médiatique de Monsieur Pigas. Vous allez voir, vous allez découvrir toutes des ramifications qui vont de la compagnie de pétrole officielle du Venezuela jusqu'à la gauche européenne, en passant par des Mathieu Pigas et des Jean-Luc Mélenchon. Mais cette semaine, vous avez choisi de nous parler des quelques candidatures à la présidentielle. 30 candidatures à la présidentielle, 27 pour être exact, et on va commencer par les découvrir, ces candidatures à la présidentielle, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Regardons tout de suite. De l'extrême gauche à l'extrême droite, voilà le paysage politique aujourd'hui de la présidentielle. Alors évidemment, tous ne seront pas candidats, il faut réunir les 500 signatures, il faut remplir un certain nombre de conditions, mais voilà ce que ça donne. On ne les a pas classés ni par appartenance politique, ni par ordre alphabétique, mais voilà, d'un coup, voilà l'image qui est projetée. Alors je vous propose simplement d'écouter quelques-unes des déclarations de candidature d'abord. Oui, je suis candidat. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Je suis candidate à l'élection présidentielle. J'ai pris la décision d'être candidat. Il y a un combat à mener. Montage Louise Rondel-Leninant. Alors face à ça, il est de bon ton de se gausser, comme on dit. Quoi ? Mais alors, c'est le règne de l'insignifiance, peut-on lire dans la presse. Mais ce n'est pas un concours de beauté, peut-on lire aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tout cela ? C'est vraiment la démocratie qui est, d'une certaine manière, déconsidérée. Eh bien, vous prenez le contre-pied ce soir et vous dites « arrêtons de ronchonner ». Oui, c'est une bonne nouvelle, pourquoi ? Alors déjà, moi je suis très étonnée qu'autant de gens veuillent faire de la politique et veuillent être président de la République. Ça ne lasse pas de m'étonner. Donc je pense que oui, il faut s'en féliciter. Moi je pensais que, sincèrement, on finirait par ne plus trouver de candidats tellement cette vocation est devenue ingrate. Ça a quand même des attraits, président de la République. Non mais alors, il faut déjà insister là-dessus. Les attraits sont de moins en moins nombreux, les contraintes sont de plus en plus nombreuses. Par rapport à il y a quelques années, n'en parlons pas par rapport à quelques décennies auparavant, faire de la politique aujourd'hui, c'est s'appauvrir, s'exposer, c'est sadomasochisme, c'est se faire insulter du matin au soir, être épié, être espionné, la moindre petite phrase allume un incendie, vous êtes en permanence questionné sur du matin au soir, vous devez absolument avoir réponse à tout. On attend de vous d'être Jupiter, d'être Dieu sur Terre et en même temps d'être l'hypermodestie. On attend de vous tout. Et contrairement aux époques précédentes, il y avait avec cette hyper-exposition, cette hyper-sollicitation, sans parler du rythme infernal auquel travaillent nos politiques, surtout ceux en responsabilité, évidemment, ceux qui sont dans l'opposition, ils ont quand même encore la part belle. Mais ceux qui sont en responsabilité ont des horaires de bureau, on le dit jamais, mais ont une vie que aucun entrepreneur, aucun salarié n'accepterait jamais. Je veux dire, c'est apte pour des... Sauf Stéphane Manigold. Sauf Stéphane Manigold, évidemment. Peut-être à part dans la restauration. Mais même, je crois que c'est pas pour rien qu'ils deviennent un peu fous. Il faut tenir un rythme pareil. Il faut être sollicité nuit et jour à ce niveau de travail, ne pas devenir fou. Je ne sais pas comment ils font. Donc je ne comprends pas qu'il y ait autant de gens qui aient envie de faire de la politique, d'autant que les avantages, eux, n'arrêtent pas de diminuer. Ils ne sont pas protégés comme ils l'ont longtemps été. Ils ont beaucoup moins de privilèges qu'avant. On va citer que 2 exemples, mais Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, rendait compte pour justement avoir frayé avec la ligne, l'avoir dépassé. Il a déjà fait un séjour en prison, il va peut-être y retourner. Et si on peut commencer à faire le bilan d'Emmanuel Macron, qui, contrairement à Nicolas Sarkozy, n'était pas du genre à essayer de polariser, à essayer de toujours essayer d'exciter finalement le débat public. C'est plutôt le style opposé. On était devant un président de la République franchement
qu'on peut aimer, ne pas aimer, critiquer, on a plein de points de désaccord sur tel ou tel point, c'est absolument normal. Mais dans le style et dans le ton, on peut pas dire que c'était quelqu'un qui cherchait à déchaîner les passions, qui cherchait à monter les Français les uns contre les autres. On était plutôt sur un style, plutôt calme, plutôt tempéré. On l'a accusé aussi parfois d'être un peu provocateur. Mais en même temps, c'est autre chose. Le fait d'essayer de susciter les divisions, de susciter les haines. Regardez pourtant les haines qu'il a engendrées et qu'il a suscitées. Non seulement lui, mais regardez le prix qu'a payé Brigitte Macron en termes d'attaques personnelles, de rumeurs, mais la violence qui s'est déversée sur ce couple, on n'a pas fini d'en tirer le bilan. Donc, voilà, moi je m'étonne et quelque part je préfère m'en réjouir de me dire tiens, il y a encore autant d'hommes et de femmes dans ce pays qui veulent faire ce sale boulot et qui veulent se présenter à la présidence de la République. Évidemment qu'il y a un revers à cette médaille, c'est que s'il y en a autant malgré les contraintes, c'est que peut-être, ça c'est vrai, il est de plus en plus facile de se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Ça c'est certain. Alors pourquoi c'est plus facile qu'avant ? D'abord, il est très facile aujourd'hui d'être élu de n'importe quel parti, député ou autre. Donc du coup, on se dit pourquoi pas président de la République ou présidente de la République. C'est vrai qu'on subit, comme dans tout, dans nos débats publics, dans nos institutions, dans notre fonctionnement démocratique, on est passé de la verticalité à une forme d'horizontalité, l'effacement des partis politiques, le fait qu'ils soient beaucoup moins structurants, l'effacement en général des corps intermédiaires, fait qu'il est beaucoup plus facile, avec un peu de notoriété, puisque nous avons tous accès aux réseaux sociaux, nous avons tous accès à une forme de notoriété qui peut être fulgurante, et donc qui peut nous permettre de faire émerger, et d'émerger avec une communauté, un public, et de finir par croire que ce public vous appelle à la magistrature suprême, vous appelle à avoir un grand destin. Ça, c'est l'hubris qui peut s'emparer de chacun de nous, parce que toute personne aujourd'hui exposée dans l'arène publique reçoit de la part de son public l'idée qu'il pourrait devenir président de la République ou faire la politique. Ça tient peut-être à ce qu'on confond de plus en plus, à force d'être submergé par cette exposition les uns et les autres, le magistère de la parole et le magistère de l'action publique. Là, il va peut-être falloir faire de la pédagogie pendant cette présidentielle et même après, et même avant. Le magistère de la parole, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la parole publique, de l'action publique. Bien sûr qu'il faut savoir communiquer, bien sûr qu'il faut du faire savoir et pas seulement du savoir-faire. Mais à force de croire que la politique, ça n'est que du verbe, on se retrouve à élire des élus, des présidents qui savent tweeter, qui passent leur vie à tweeter, ce qui n'est pas en soi une garantie de sérieux, ni de responsabilité, ni d'efficacité. Mais précisément, pouvez-vous nous dire en quoi c'est une bonne nouvelle, cette profusion ? Parce qu'on l'a rarement observé, hein. Évidemment, dans la mémoire courte, alors on oublie toujours que bien sûr, il y a toujours eu des candidatures de témoignages qui n'allaient pas jusqu'au bout. Mais là, tout de même, c'est plus que d'habitude. Mais vous dites, ne soyons pas bégueules. Pourquoi précisément ? Mais parce que moi, on a le choix. Écoutez, on va écouter quelques Français nous dire ce qu'ils en pensent. Et après, moi, je vous dirais que c'est bien d'avoir le choix, en fait, dans une démocratie. On va écouter quelques témoignages de Français qui, eux, trouvent qu'il y en a trop. Quand vous voyez tous ces candidats, ça vous inspire quoi ? C'est n'importe quoi. Il y a un moment où il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. C'est ça le problème, c'est des histoires d'ego. Moi qui m'y connais pas, je suis perdu, quoi. Ça donne pas une belle image de la politique, je trouve. Ça ne donne pas une bonne image de la politique. Non, je ne trouve pas. Je trouve qu'encore une fois, ça donne l'idée qu'il y a encore des gens qui veulent faire de la politique. Parce que vous défendez l'idée que pour beaucoup, ces candidats sont plus sérieux qu'on ne le dit, qu'ils travaillent et qu'ils ont des idées. Alors pas tous, mais parce que ils sont très nombreux, pas tous, mais il y en a beaucoup quand même. Forcément, sur les 27, vous commencez à avoir sérieusement un éventail de choix qui balayent et qui brassent toutes les nuances de l'idéal, de l'action politique et du programme politique, mais qui aussi brassent tous les tempéraments, et donc vous pouvez trouver à peu près tous les alliages que vous souhaitez, selon les idées et les priorités que vous avez en tant que citoyen, selon les tempéraments dans lesquels vous vous reconnaissez ou en qui vous avez confiance pour gouverner. Ce qui, malheureusement, cette distinction est souvent confondue. Donc si on regarde là ces 27 candidats, écoutez, je pense parfois par exemple à la fameuse distinction de l'historien René Raymond, qui nous parlait des trois droites, légitimistes, orléanistes et bonapartiste. Alors là, on est à plus que 3 droites. Je ne sais pas combien il y a de droites là dans les 27 candidats et dans ceux qui représentent l'échiquier plutôt à droite.
Déjà, rien qu'à l'extrême droite, je crois qu'on est à 4, 5 ou 6. Il y a évidemment la droite légitimiste qui est représentée, même si elle a peut-être les allures d'un homme quand même qui respecte évidemment l'État et la République de Bruno Retailleau. On a la droite orléaniste avec un David Lisnard assez libéral, inspiré quand même peut-être un peu trumpien, mais beaucoup plus cultivé et beaucoup plus sérieux. Et peut-être Édouard Philippe, quand on dit droite orléaniste aussi, c'est-à-dire cette droite libérale que l'UDF a représentée pendant longtemps. Je l'avais classé quand même plus au centre, mais parce que vous voyez, on a tellement de choix que, encore une fois, chaque nuance peut vous déplacer sur l'échiquier. On a même, alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils collectionnent les bustes de Napoléon qu'on peut classer Dominique de Villepin dans la droite bonapartiste. Moi, je l'aurais plutôt classé dans la droite affairiste, mais ça, c'est chacun à son critère. Mais en tout cas, il représente la droite qui aime beaucoup l'empereur et qui fait de son destin personnel un moteur suffisant pour réunir de la droite gaulliste jusqu'à la France insoumise pro-palestinienne. On a à gauche tout ce qu'il faut pour représenter la social-démocratie. Alors là, pour le coup, on a des sociodémocrates à foison. Et on a une gauche hors LFI qui refuse désormais de pactiser avec LFI, qui est aussi bien représentée en candidat potentiel. Là, pour le coup, il va peut-être falloir quand même qu'ils se mettent d'accord, mais de François Hollande, de Jérôme Guedj, de Raphaël Glucksmann, bien sûr, de Bernard Cazeneuve, évidemment. On a une gauche de la gauche qui elle-même est encore divisée entre gauche de la gauche LFI compatible avec Marine Tondelier, et donc l'écologie compatible avec LFI, puis on a l'écologie républicaine non compatible avec LFI avec Delphine Batho. On a la gauche de la gauche qui est radicale, qui propose des vraies transformations, qui ne se contente pas de gérer les inégalités, qui veut les combattre, joliment représentée par et Fabien Roussel et François Ruffin. Et on a évidemment la gauche, moi je qualifie de populiste, tribunicienne, avec la fureur et le bruit de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est une question. Quand il y a autant de candidats, ceux qui se font le plus entendre, est-ce que ça n'est pas ceux qui crient le plus fort les populismes, pour revenir là? Alors ça, pour le coup, c'est un vrai risque. C'est le problème de l'embarras du choix. C'est que effectivement, on entendait une dame nous dire à un moment donné, c'était un monsieur qui nous dit, mais à un moment donné, nous on s'y retrouve plus. Et là, pour le coup, on peut les comprendre. C'est-à-dire que même des observateurs ont du mal à suivre, des observateurs dont c'est le métier de passer leur vie à scruter ces animaux politiques-là. On peut se dire, le citoyen qui travaille dans d'autres domaines, qui n'a pas totalement toute la journée à consacrer à essayer de séparer les uns des autres, à essayer de les distinguer, le risque, et on le voit actuellement dans certaines percées, dans certains instituts de sondage et études d'opinion, le risque, c'est que nous sommes tellement saturés d'informations du matin au soir, si on est en plus évidemment saturé de candidats trop tardivement dans cette campagne, le risque est que ceux qui parlent très 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 fort ou qui ont choisi une cause unique sur laquelle ils vont faire appuyer du matin au soir en se disant là au moins on va me voir et puis ça me suffira à déplacer les quelques électeurs qui me permettront d'être au second tour, parce qu'en plus plus il y a de candidats évidemment, plus l'accès au second tour se fait à un très petit pourcentage, à un pourcentage en tout cas plus bas, pour le coup, là, on passe de ce qui est un enrichissement de la démocratie, le choix, encore une fois, un choix que les Américains n'ont pas. Je vous rappelle que les Américains, souvent, ont le choix entre deux partis, deux candidats. Nous, on ne peut pas dire ça. On a tout le nuancier. Mais il faut que ce nuancier vive, et c'est ce qui va un peu... C'est vrai qu'au départ, aux États-Unis, il y a le système des primaires, donc il y a plusieurs candidats dans chaque camp. L'écrémage se fait autrement. C'est ça. Nous, les systèmes des primaires, ils nous ont pas porté vraiment chance, honnêtement. Ils ont beaucoup affaibli les partis politiques, ils ont beaucoup compliqué parfois la donne. Aujourd'hui, il y a quand même un écrémage qui va se faire. Il y a quand même des étapes. D'abord parce que même si les partis ne sont plus aussi puissants qu'avant, on oublie un peu vite qu'ils gardent quand même les clés, c'est-à-dire les moyens de mener une campagne. Et qu'à un moment donné, entre quelqu'un qui fait une très belle percée sur la base d'une notoriété, comme un Raphaël Glucksmann avec Place Publique, et quelqu'un qui tient l'appareil politique, peut-être du Parti Socialiste, il va falloir qu'il y ait une explication. Entre quelqu'un qui fait une percée ou qui vit de sa notoriété avec Horizon comme Édouard Philippe, et le patron de Renaissance qui est Gabriel Attal, qui est quand même le parti qui est aujourd'hui au centre, a le plus les clés, le plus les moyens, il va y avoir une explication. Et d'ailleurs, il y a un comité de liaison, par exemple, au sein du bloc central. Il se voit toutes les semaines pour savoir à quel moment il va falloir arbitrer. Donc cet arbitrage, ce sera soit des primaires pour le camp qui a intérêt à faire une primaire, soit ce sera
une forme de conclave, de congrès, qui réhabilitera pour le coup peut-être un peu aussi le rôle des partis politiques, donc c'est pas si mal. Les sondages vont beaucoup jouer, les maires vont beaucoup jouer, puisque quand même les maires sont aussi un peu les arbitres, et peut-être qu'ils vont devoir arbitrer un peu plus, cette fois-ci, du nombre de signatures à franchir pour avoir une candidature sérieuse. Mais les Français et les journalistes politiques ont leur rôle à jouer. Et je pense que les journalistes politiques ont un énorme rôle, un immense rôle à jouer, surtout en période électorale, pour ne pas céder aussi à la paresse ou à la facilité de justement uniquement commenter le bruit et la fureur. La course de chevaux. La course de chevaux, l'anecdotique, la petite phrase. Faire ce qui est le plus dur, le plus long, journalisme le plus coûteux et le plus ingrat aussi, parce que le journalisme a aussi ses côtés ingrats, c'est de dire et de dire quel est le vrai du faux, d'essayer d'aller creuser quel est le bilan réel des uns et des autres, de ne pas parler que de leur tactique, mais de parler de réellement de leurs idées. Et leurs idées, bien sûr que ça va avec des tempéraments, parce que l'application des idées passe par un corps et c'est incarné par quelqu'un. Mais il va falloir un peu plus s'intéresser aux idées. Ruth, c'est une bonne nouvelle, 27 candidats? Alors moi, j'avais déjà une forme d'intuition ces dernières années que l'élection présidentielle au suffrage universel direct était néfaste. Et je pense que cette idée est confortée par cette éclosion de tant de candidatures. Je crois qu'en temps de partis gouvernementaux, l'élection au suffrage universel direct était intéressante. Elle permettait d'avoir 2 ou 3 personnalités, 4 ou 5 fortes, qui faisaient un débat. Aujourd'hui, en temps de populisme, je considère que c'est donner une prime au charisme, à la personnalité, j'ai envie de dire presque au physique hollywoodien, au sourire, plus qu'aux idées. Moi, je pense que c'est une équipe qu'on a envie de voir. Je pense que ce sont des idées, je pense que ce sont des résultats. Je pense que on a envie de savoir quel a été le track record, comme on dit, de chacun, avant peut-être de lui donner les clés de l'Élysée. Et donc, c'est un tel pouvoir, cette élection présidentielle au suffrage universel direct, pour une seule personne. C'est une telle puissance dans un temps aussi agité que je trouve ça extrêmement inquiétant. Et dans le fond, cette éclosion, elle veut juste dire que chacun a envie d'être sur la photo, sur votre photo de ce soir, et que c'est pas sérieux pour les Français. Je suis pas complètement d'accord avec Caroline. Je pense que c'est pas très sérieux. Je pense qu'on n'est pas dans un concours de beauté. Moi, j'ai envie d'avoir des gens qui ont des tickets, ont des équipes, on nous raconte ce qu'ils ont réalisé déjà, qu'ils vont refaire, et j'ai pas envie de savoir si on a un beau sourire, si on est grand et beau, si on a les yeux bleus ou si on a les cheveux blonds. Il n'y en a pas eu au moins une bonne quinzaine qui ont une équipe, qui ont des idées, qui ont travaillé? Vous n'êtes pas sûr? Bon. Je n'irai pas jusqu'à 15. François? Donc je vous rejoins tout à fait, Caroline, sur le fait que c'est un symptôme de la disparition des partis, au fond, et de la disparition des partis a changé la nature de la politique et évidemment le mode de désignation des candidats, parce que c'était des machines à intermédier et, me semble-t-il, à ennoblir les aspirations personnelles. Et je vous retrouverai, mais par un autre biais qui diffère de ce que vient de dire Ruth, mais je pense que les personnalités, c'est très important. Et j'entends effectivement le discours de dire mais les idées devraient passer avant. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que les idées c'est important, mais le tempérament, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, l'est tout autant. Et de ce point de vue, la variété des personnalités n'est pas forcément mauvaise. Justement, Ruth, parce que on va placer quelqu'un pendant 5 ans à un poste extrêmement important. Pour la première fois de ma vie, je vais voter pour quelqu'un qui a le doigt sur le bouton nucléaire. C'était le cas auparavant, mais je n'en avais pas conscience. Ça ne m'intéressait pas. Désormais, c'est une question que je me poserai. Et de ce point de vue, la variété, surtout 1 an avant, on peut imaginer et espérer que l'éventail se rétrécira dans les mois qui viennent. Dominique, Stéphane, qui a raison, Ruth ou Caroline? Le 2 juin, qui est 27 candidats, ne me pose pas de problème. Mais comment ça va filtrer, je ne sais pas si c'est le filtre à sable ou le filtre à grosse huile, d'ici le 1er janvier. Si le 1er janvier, il y a plus de 6-7 candidats, ce sera dramatique. Et comment va s'opérer le filtre? Autrefois, jusqu'à ces dernières années, il s'opérait par le filtre des partis ou des primaires. Là, c'est les sondages. Donc nous sommes passés dans un système politique,
s'il fallait faire un parallèle avec l'économie, on est passé du système des sociétés à un système de l'auto-entrepreneur. Chacun est auto-entrepreneur de sa carrière. Et il faut appuyer sur le bouton nucléaire. Il y a les 500 signatures aussi, quand même. Il y a les 500 signatures. 500 signatures, c'est pas non plus... c'est un obstacle sérieux. C'est un obstacle. Mais je suis un peu intrigué et inquiet que des auto-entrepreneurs de la politique puissent à la fin appuyer un peu par hasard sur le bouton nucléaire, sans filtre, qui fasse bien le travail. Voilà. Il y a le précédent d'Emmanuel Macron. Oui, typiquement un auto-entrepreneur. Oui, mais il avait. Alors c'est une fusée, mais il avait fait un certain nombre de choses dans les 5 ans précédents. Et vous, Stéphane ? Moi, je suis inquiet parce que 27 candidats, c'est beaucoup. On enlève les 6-7 farfelus qu'on a sur votre écran qui n'auront pas les 500 signatures. Il y en a quand même là, de ce que je vois, une vingtaine qui pourront avoir les 500 signatures. 500 signatures sur les 33 000 maires qui peuvent, franchement, c'est largement à la portée de tous ceux que je vois. Mais ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que nous allons vivre une séquence, non pas régalienne, parce que tout le monde est concentré, notamment au centre et à droite, sur le régalien, plein gaz sur le régalien, mais sur l'économie. Et l'économie, je n'entends pas beaucoup de candidats parler d'économie, parler de croissance, parler d'emploi, et ça va être, à mon sens, le sujet de 2027, ça va être l'économie, la peur du déclassement, comment relancer, et avec l'explosion du chômage. Donc, cher François Lenglet ou Dominique Seux, vous avez toutes vos chances, puisque vous êtes des économistes, et je n'en vois aucun. Donc allez-y, François particulièrement. Le mot de la fin, Caroline. On a toutes ces chances. On est moins en désaccord qu'il n'y paraît avec Ruth. Je suis évidemment d'accord avec le fait que passer à reposer, en fait, sur un filtre de l'opinion prend le risque vraiment d'avoir un casting superficiel et de faire un choix superficiel. D'où la nécessité de remonter la force du filtre. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Dominique, ce casting-là, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie parce qu'on est encore loin de l'élection. Quand on va se rapprocher, il va falloir remonter le niveau du filtre. Ça repose sur les citoyens et sur les acteurs du débat public de remonter le niveau du filtre. Et il y a quelques mots qu'on ne prononce jamais dans les critères nécessaire pour justement filtrer ce qui relève d'un vrai ou d'un candidat fantaisiste à la présidentielle. Donc personnellement, moi, je vais faire mes critères comme citoyenne. C'est la question de la compétence, un mot qu'on ne prononce quasiment plus. C'est-à-dire que c'est utile... En un mot, pas en 2 mots, quoi. Oui, en un seul mot. Pour être président de la République, il faut une force de travail inouïe, une force de travail inouïe, et il faut être quand même assez cortiqué, pardon, mais ça compte pour faire avoir une telle responsabilité. C'est l'autre critère, c'est la question de la responsabilité. Moi, comme citoyenne, c'est pour ça que je n'ai pas confiance dans les populistes. J'ai pas envie que les politiques me disent ce que j'ai envie d'entendre. J'ai envie qu'ils aient le courage des fois de me parler du réel et de me parler des contraintes du réel. J'ai plus confiance dans ces politiques-là. Et la troisième question, David, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais qui va être, à mon avis, particulièrement importante pour cette élection, c'est la question de l'indépendance. C'est l'élection qui est la plus soumise au risque des ingérences extérieures. Elles viennent de partout. Elles viennent évidemment de Russie, elles viennent aussi d'Iran, elles viennent de partout. Un candidat qui est, à mes yeux, qui serait soupçonné d'être sous influence à cette élection-là, c'est prendre un risque pour la France. Donc j'espère que ces 3 critères, en tout cas, feront partie du filtre que nous mettrons pour essayer de trier un peu. Merci Caroline. Les femmes sont plus lucides. Il y a 6 femmes sur 27 dans le tableau que vous avez présenté. On pourrait en parler longuement. Ça s'améliore pas beaucoup. Du narcissisme qui fait qu'il y a plus que d'hommes que de femmes sur cette photo. Absolument. Merci Caroline. Et à mardi prochain.